Bonsoir, Madame Simoneau, et bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue à la conférence de ce soir présentée par Madame Simoneau et via le CCAS de Saint-Joseph, la CACEM et la CAF. Donc, à vous, Madame Simoneau. Merci, Monsieur Chérubin. Merci pour votre confiance et merci à tous et toutes d'être là. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui me passionne particulièrement. Alors, oui, je sais comme plein d'autres, mais en fait, un sujet que j'ai découvert depuis peu, finalement, dans ma vie professionnelle et même dans ma vie personnelle, qui sont les réflexes archaïques. Et j'ai découvert ça grâce à mon fils, en fait, en voulant l'aider dans un mieux-être. Et en fait, je me suis aperçue qu'aujourd'hui, c'était très peu connu, très peu développé. Et donc, je me suis attendez, monsieur Chérubin, je vous enlève le son. Je me suis formée, je me suis intéressée et si je l'ai fait, c'est parce que ça a vraiment transformé ma vie et celle de mon petit garçon. Et donc, je vais vous partager tout ce que j'ai, enfin pas tout, mais ce que j'ai appris ce soir et qui va vous être hyper utile aussi. Vous ne verrez plus jamais vos enfants comme avant. Si vous êtes enseignant, vous ne verrez plus jamais les troubles de l'apprentissage comme avant. Et c'est quelque chose qui est vraiment formidable et totalement mécanique. Voilà, donc il n'y a pas une question d'y croire ou pas y croire. Voilà, donc j'arrête de faire du teasing. Je vais juste avant de commencer demander si parmi vous, dans les commentaires, est-ce que certains ou certaines ont déjà entendu parler des réflexes archaïques ou si je vous dis réflexes archaïques, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Voilà, est-ce qu'un petit tour d'horizon déjà, voir un peu si certains ont déjà eu des pistes, déjà entendu parler, savoir à quoi ça correspond. Et puis, rassurez-vous, hein, c'est pas un piège. Oui, je connais, j'accompagne mes enfants dessus. Formidable, Jessie. Ça, c'est une très grande chance. Depuis la semaine dernière seulement, d'accord, Maud? Eh tant mieux parce que… Ok, les autres? Non, vous ne connaissez pas, d'accord. Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît tous sans le savoir, parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie à toutes et à tous depuis nos premiers instants de vie dans le ventre de nos mères. Exactement, Corinne, ce sont des réflexes primitifs. Et en fait, on va voir ce soir pourquoi ça nous intéresse. Et bien, en fait, ces réflexes, on va voir ce soir que quand ils ne sont pas intégrés, et on va voir ce que c'est un réflexe intégré, et ben en fait, ils vont causer des réflexes, des réactions involontaires lors de stimulus, et du coup, en fait, parasiter finalement notre développement cognitif, émotionnel et postural. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans le détail. J'espère que vous comprendrez. J'espère que ça vous intéressera autant que moi et puis surtout, ça vous sera utile. C'est une des choses les plus importantes pour moi. Allez, c'est parti. Hop, je mets mon diaporama. Alors, j'ai mis comme titre la cause physiologique des troubles de l'apprentissage. Enfin. Ah, super, Emmanuel. Parce que, en fait, quand je cherchais, en tant que maman, quand même, quand je cherchais à accompagner mon petit garçon dans ma formation de consultante en parentalité, d'éducatrice Montessori, dans tous les livres de la neurosciences, de psychologie que j'ai pu lire, j'ai lu des centaines de livres, etc. Je n'entendais parler que de solutions qui traitaient les symptômes de son comportement. Mon petit garçon qui a beaucoup de violence en lui, qui est un enfant ultra actif, de très fortes tempêtes émotionnelles, enfin un enfant qui est globalement au quotidien pas facile à vivre. Et lui non plus, du coup, le quotidien n'est pas facile non plus pour lui. Et en fait, donc tout ce que je pouvais entendre ou lire correspondait à un traitement des symptômes et jamais la cause. Et moi, en fait, au fond de moi, en tant que mère, en tant que femme, je me disais, mais en fait, je sentais qu'il faisait de son mieux. Je sentais que même si c'était très difficile à vivre, qu'en fait, c'était quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. J'ai toujours senti ça. Et donc, je me suis jurée que tant que je n'avais pas trouvé ça, je continuerais de chercher pour l'aider, en fait, à être bien dans sa vie, dans sa peau. Et c'est de fil en aiguille, donc, après une multitude d'essais et de recherches, qu'un jour, je l'ai emmené voir une kinésiologue qui me dit, mais en fait, votre fils, il va très bien en termes d'énergie et tout, c'est le cas de le dire, mais par contre, ses réflexes archaïques ne sont pas du tout intégrés. Et je dis, c'est quoi? Et donc, elle m'a expliqué dans les grandes lignes. Et c'était une kinésiologue sur l'Hexagone. Et c'était pendant l'été, pendant les vacances dans la famille. Et puis, donc, je dis, je vais me renseigner. Donc, je me suis renseignée.
Et j'ai cherché en Martinique et il y avait une seule praticienne ici. Et donc, j'ai tout de suite appelé, pris rendez-vous pour notre retour. Et c'est là que l'aventure a commencé. Et en fait, au bout de même pas, enfin, la première séance, après donc seulement un mois, déjà, on voyait des changements, alors que ça faisait des années qu'on galérait et que rien n'y changeait, quoi. On arrivait à peine à étouffer la fumée, mais jamais les flammes. Et puis, on se brûlait souvent, quoi. Voilà. Donc, voilà, moi, comment je suis venue à ça. Donc, pourquoi je dis le enfin, enfin, quoi. Et ce qui est formidable, c'est qu'à tout âge, on peut agir dessus et que pour tout le monde, c'est vraiment efficace à condition que ce soit, entre guillemets, bien fait, bien identifié, mais c'est vraiment efficace parce que totalement mécanique, c'est ce que je vais vous expliquer. Voilà pour la petite intro. Donc, je me présente parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne me connaissent pas encore. Donc, avant, j'étais ingénieure en travaux publics et je me suis reconvertie et je suis maintenant, j'évolue dans mes métiers. J'étais éducatrice Montessori, consultante en parentalité. Donc, depuis peu, praticienne en réflexe archaïque. Je suis aussi coach pour femmes neuroatypiques, fondatrice d'un réseau de femmes entrepreneuses, animatrice télé et pour mes loisirs, monitrice de canyon et d'escalade. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça a été loin d'être gagné. Avant, lors de ma scolarité et de début de ma vie professionnelle, je me sentais nulle, idiote, incapable de me concentrer, en survie permanente, démunie face au stress, en décalage constant avec les demandes, en conflit intérieur, même en dissonance cognitive en fait, vraiment, et en maîtrise constante de mes pulsions, du coup fatiguée, quoi. Fatiguée, et je me disais, mais la vie, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être passer mon temps à lutter contre moi-même. On me disait, reste assise, fais une seule chose à la fois, etc. Et ceux qui me connaissent un peu plus maintenant savent très bien que c'est quelque chose qui est un peu contre ma nature. Et en fait, tout ça n'était que le reflet, en fait, de réflexes archaïques non intégrés qui parasitait mes capacités cognitives et émotionnelles et se manifestait donc par un trouble qu'on a nommé TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention, avec hyperactivité. Le H n'est pas toujours présent, l'hyperactivité, mais chez moi, il est plus. Moi, je pourrais être TDAH. Voilà. Et en fait, mon petit garçon, donc c'est grâce à lui que j'ai découvert que j'avais ce trouble aussi, en voulant le comprendre encore une fois. Et en fait, en accompagnant mon petit garçon à intégrer ses réflexes, je l'ai évidemment fait sur moi-même. Et lui, comme moi, on a vraiment trouvé un apaisement en intégrant ses réflexes et en choisissant d'avoir un comportement ou pas. Ça reste un choix. Et c'est ça que je vais un peu vous détailler. Donc, les réflexes, qu'est-ce que c'est? Donc, on en a parlé un peu au début. Est-ce que vous savez, c'est voilà, un peu le lien que ça a avec les apprentissages? Eh bien, je vais vous expliquer. Un réflexe, qu'est-ce que c'est déjà? On rappelle, il y a un stimulus, une lumière, un son, un contact, qui va être en lien avec un récepteur, un de nos organes, d'accord, qui va transmettre un message par la voie nerveuse jusqu'au centre nerveux. Et ce centre nerveux va renvoyer un ordre, une réaction à un effecteur, d'accord, une partie de notre corps. Ça, c'est un réflexe. Et c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est une réaction involontaire, d'accord? Si par exemple, vous mettez du poivre sous votre nez, vous allez éternuer. Vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de ça, d'accord? C'est exactement ça, c'est un réflexe. Maintenant, il y a deux types de réflexes. Il y a les réflexes qui sont conditionnés. Donc, ces réflexes ne sont pas des réactions innées. Elles se programment en fonction des stimulations répétées, ou pas répétées, mais très fortes. Donc, par exemple, si on présente de la nourriture à un chien, il salive, d'accord? Si on lui présente une cloche, il ne réagit pas. Si on associe le son de la cloche à la nourriture, il salive. Et si après, on ne présente plus que la cloche, il va saliver parce qu'il a associé maintenant que c'était en lien avec la nourriture. Ça, c'est une expérience qui a été faite par Ivan Pavlov au début du XXe siècle. Voilà, qui est le stimulus conditionnel qui génère une réponse conditionnelle. D'accord? Mais un chien qui n'a pas été soumis à ça, on va lui présenter une cloche, il ne va pas saliver. Vous voyez, ça, c'est un réflexe qui est conditionné. Et dans notre vie, on en a tous des réflexes conditionnés. Il y en a beaucoup qui sont conditionnés par l'éducation. Si par exemple, un enfant, quand il pleure, on lui met toujours une tétine dans la bouche pour apaiser son émotion, et bien par la suite, quand il va grandir, quand il va être en détresse, donc il va être triste ou autre, il va chercher à mettre quelque chose dans sa bouche pour s'apaiser, donc ça peut être de la nourriture, cigarette ou autre, créer des addictions par rapport à ça. Ça, c'est un réflexe qui est conditionné. Ok, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant?
Vous me dites dans le chat s'il y a besoin que je réexplique ou pas. Et maintenant, il y a les réflexes qui sont donc archaïques, ceux dont on va parler ce soir, qui sont pour le coup des réactions innées, automatiques, hyper rapides, non volontaires en réaction à un stimulus. Ce sont des réflexes non conditionnés. Et ils ont des petits noms comme retournement segmentaire, RTAC, redressement de la tête, Pérez, Babinski, parachute, etc. Et d'ailleurs, il y en a un petit en bas à droite qu'on appelle marche automatique qui est testé chez les nouveau-nés quand ils ont un jour à peine. Le médecin, souvent, va poser les pieds de notre bébé sur le bord d'un bureau et voir comment il réagit. Ben ça, on teste le réflexe de marche automatique. Et ce qui est dommage, c'est que déjà, quand on fait ça, on n'explique pas aux parents ce qu'on fait. Et ce qui est dommage, c'est qu'à part celui-là, et peut-être un autre qui est le réflexe d'agrippement palmaire, c'est-à-dire quand on touche l'intérieur de la main, on voit si l'enfant resserre les doigts autour. On ne teste plus aucun réflexe par la suite dans le développement de l'enfant, alors qu'il y en a plein, on va le voir, qui ont déjà dû apparaître pendant la grossesse. Et surtout, on ne sait pas, en fait, la plupart des gens ne savent pas quelle incidence ça a ou pas, s'il est présent ou non. Et c'est ça que je trouve dommage et que j'ai envie de vous partager. Donc, pour le petit historique, le premier réflexe, il apparaît dès la 5e semaine de gestation, donc dès la fin du premier mois, d'accord. Et il s'appelle RPP, le réflexe dit de paralysie par la peur. Donc, c'est quand on voit on a quelque chose qui nous fait peur, on se paralyse, d'accord. Chaque réflexe, normalement, apparaît une période bien définie. On identifie un peu plus de 70 de réflexes et 40 d'entre eux sont observables, remodelables. Et sur ces 40, grosso modo, il va y avoir un impact sur l'ensemble. Chaque réflexe archaïque constitue un schéma, d'accord, un processus qui prépare le fœtus d'abord à naître, donc à une question de survie dans un premier temps, puis qui vont contribuer à son développement moteur, donc là, au côté réaptation, 4 pattes, marche des bipèdes, qui est aussi la base du développement de ces mouvements volontaires contrôlés, orientés vers un but. Je veux me servir un verre d'eau, ça va être un enchaînement de mouvements volontaires, quel que soit le stimulus qu'on va recevoir, le contact de la bouteille sur notre main, le froid contre notre peau, etc. D'accord. Donc, c'est quelque chose de volontaire et coordonné et qui va aussi favoriser la connexion de nos chaînes musculaires ainsi qu'une bonne myélinisation de notre cerveau, donc des bonnes capacités cognitives pour les apprentissages. Et en gros, l'objectif des réflexes, c'est d'emmener des nourrissons qui ont une motricité réflexe involontaire vers une motricité libre volontaire. Et malheureusement, on va le voir, aujourd'hui, la majorité des gens, pour ne pas dire la totalité, moi, ça reste mon ressenti, mais bon, peu importe, en tout cas, la majorité, c'est certain, des gens, finalement, ne sont pas libres, n'ont pas une motricité volontaire libre sur la totalité de leur quotidien. Et les enfants d'aujourd'hui non plus. Alors, un réflexe archaïque, comment ça se passe? Donc, à une certaine période, il va émerger. Ensuite, il va se développer. Il va passer par une crise, pas toujours hyper identifiée, mais voilà. Il va maturer et s'intégrer. Et c'est quand il est dans l'intégration qui nous permet d'être là en sorte de veille, en survie, si on est face à un danger qui nécessite qu'il soit réactivé, mais que le reste du temps, on est libre de nos mouvements volontaires. Est-ce que déjà, cette première partie, c'est clair? J'essaye de bien décortiquer pour que ça soit voilà, assimilable, quel que soit les niveaux d'intérêt et de connaissance de chacun. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si pour l'instant c'est clair? Est-ce que… Oui, ok, génial. Les autres, ça va? Ok, bon, tant mieux. Bon, alors je continue. Ces réflexes, ils vont avoir un impact dans les 3 dimensions. Dans la latéralité, donc droite-gauche, qui va avoir une incidence beaucoup dans la communication. Le côté centrage, qui va avoir beaucoup d'incidence sur l'organisation et l'équilibre global. Dans l'émotionnel aussi, énormément. Et le avant-arrière, en fait, qui va avoir énormément d'incidence dans tout ce qui est compréhension et déplacement, grosso modo, locomotion. Voilà, dans les 3 sphères. Et aussi dans les 3 sphères, cognitive, émotionnelle et corporelle,
Donc, dans la sphère cognitive, par exemple, des réflexes intégrés vont donner une bonne mémoire, capacité d'apprentissage, une bonne concentration, et des réflexes non intégrés vont donner des troubles de l'attention avec hyperactivité, des troubles 10, qui peuvent souvent conduire à un échec scolaire. Dans la sphère émotionnelle, pareil, si c'est intégré, c'est confiance en soi, bonne gestion du stress, détachement, etc., lors de situations peut-être toxiques. Et quand ils ne sont pas intégrés, ça va générer de la colère plus fréquemment. Tout le monde a le droit d'être en colère, hein, c'est pas ça, mais de la colère incontrôlée, d'une timidité extrême, des troubles autistiques, des phobies, etc. Dans la sphère corporelle, une bonne posture, de la coordination, de la détente quand ils sont intégrés, et des scolioses, troubles de l'équilibre, des maux de dos lorsqu'ils ne sont pas intégrés. Je tiens à préciser que chaque réflexe a à peu près, en moyenne, on va dire, une dizaine d'incidences. Donc, un réflexe, une dizaine d'incidences dans la sphère cognitive, une dizaine d'incidences dans la sphère émotionnelle et une dizaine dans la sphère corporelle. C'est peut-être un peu exagéré, mais pas tant que ça non plus. Peut-être là, ça va être 7, mais bon, enfin voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc, dire qu'un seul réflexe pas intégré peut causer tout ça. Donc, imaginez si l'enfant a une dizaine de réflexes non intégrés, ce qui était le cas de mon petit garçon, c'est le carnage, en fait. C'est-à-dire qu'il est sans cesse parasité. En fait, il ne contrôle rien. Ce qui génère, c'est des enfants hyper difficiles à vivre, autant pour lui que pour son entourage, les gens qui essaient de l'accompagner. Les 3 phases primordiales qui vont permettre une bonne intégration des réflexes. Il y a la partie intra-utérine, donc en fonction du niveau d'activité de la mère, si elle était sédentaire, si elle a été alitée pour raison médicale, s'il y avait un problème de santé ou sa posture, ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle a pris des perturbateurs endocriniens comme des médicaments, des drogues, tabac, alcool, est-ce qu'elle a eu un accident, des stress émotionnels, enfin, des violences, une dépression, enfin, tout ça va impacter plus ou moins les réflexes qui devraient apparaître pendant la grossesse. De la même façon, lors de la naissance, s'il y a un accouchement qui est déclenché, s'il y a des ventouses forceps, s'il y a une césarienne, un accouchement trop long ou trop rapide, une péridurale, une naissance préma, une présentation par exemple par les fesses ou des choses comme ça, si l'enfant a été séparé de sa mère à la naissance, ça va aussi impacter toute une sphère de réflexes qui devrait normalement s'intégrer lors de la naissance. Et puis, la première année de vie, s'il n'y a pas eu d'allaitement maternel, pardon pour la faute d'orthographe, je m'aperçois, 2 LE, allaitement maternel, je m'excuse, mais s'il y a un sevrage précoce, s'il y a un manque de stimulation ou une surstimulation, l'idée, ce n'est pas de trouver des coupables, hein, c'est de comprendre, hein, soyons bien clairs. Ce n'est pas de dire oh, « j'ai fait ça, machin », non, on comprend et puis on règle le truc. S'il y a un environnement anxiogène, s'il y a une entrave à la motricité, trop dans un parc ou trop attaché dans un transat, ou vous savez les Yupala, là, où l'enfant il est suspendu, puis il y a une sorte de cage en plastique, on va dire, autour, et puis sur des roulettes, il se déplace. Ça, c'est une catastrophe pour l'intégration des réflexes. Des vêtements aussi qui peuvent entraver le 4 pattes, trop serrés, ou des jupes qui vont coincer sous les genoux, etc. Le port de chaussures aussi trop jeune peut aussi énormément impacter les réflexes en lien avec les pieds. Voilà. Donc, en fait, c'est dans tous ces moments-là que ça va se jouer. Et après, ça, on va le payer toute la vie. Ouais, toute la vie. Et puis, si on ne le sait pas et si on ne travaille pas, très difficile d'aller intégrer un réflexe. C'est pas parce que il y a eu des choses comme ça que tous les réflexes ne vont pas être intégrés. C'est pas que tous les enfants nés par césarienne ou ayant utilisé des trotteurs ou quoi ne vont pas avoir forcément des problèmes, mais quand même, ça n'aide pas. La bonne nouvelle, c'est quand même on peut évaluer si les réflexes sont intégrés ou non à tout moment de la vie. Moi-même, j'ai eu en séance un petit bébé de 2 mois qui était gêné par un réflexe. Et puis, j'ai des personnes, des adultes, beaucoup plus âgés qui viennent aussi travailler ça. Et la bonne nouvelle encore, c'est qu'on peut remodeler justement les réflexes qui ne sont pas intégrés. Il y a une intégration qui va se faire en séance et puis après des exercices. Mais si on ne fait que les exercices, ça sera un peu plus long, mais ça peut quand même marcher. Et maintenant, si cette première partie, elle est OK, c'est clair, c'est toujours bon, je vais vous présenter ce en lien justement avec les troubles de l'apprentissage, qui est le thème principal de ce soir. S'il y a des questions sur cette première partie, dites-moi. Je vous donne 2 petites minutes pour envoyer un petit message s'il y a besoin ou si on continue. Et qu'après, je vous présente l'histoire des troubles d'apprentissage.
Personne qui réagit. J'en déduis que c'est bon. J'imagine que vous êtes en train de faire le repas et tout à côté. Bon, je continue et puis au fur et à mesure, vous me dites. Alors, les troubles 10. On va commencer par les troubles 10 parce qu'il y en a un paquet. Donc là, je vous ai répertorié les réflexes la plupart du temps. Non, ah ben mince, ça n'apparaît pas sur ma carte. Parce que j'avais tout identifié sur la carte du réflexe. Tant pis. Donc les troubles 10, il y en a plein qui sont concernés. C'est une bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qui est assez facilement identifié dans les parcours scolaires, donc on peut plus facilement aider les enfants. Donc l'agrippement palmaire qui va impacter dyslexie, dyscalculie, dysgraphie. J'attends les solutions. Génial. Le RTAC qui s'appelle réflexe tonique asymétrique du cou, qui est le réflexe des apprentissages, clairement, qui permet de dissocier en fait le mouvement. Alors, je vais mettre ma caméra pour que vous voyez bien. Le RTAC, c'est le réflexe qui permet de dissocier le mouvement de la tête et le mouvement du reste du corps. Et en gros, ce sont des enfants qui, quand il n'est pas intégré, ben en fait, ils vont entendre un bruit ou on va les appeler. Et en fait, il y a tous les bras qui vont avec. Donc, des enfants qui vont faire tout le temps tomber leurs trousses ou à la maison, faire tomber les affaires sur la table, des choses comme ça qu'on va qualifier de maladroits. Et en fait, c'est une maladresse, mais qui n'est pas du tout volontaire. Et en fait, faites attention. En fait, ils ne peuvent pas faire attention parce que c'est ce réflexe qui leur empêche de dissocier le mouvement, donc de dissocier le mouvement de la tête et du haut du corps. Comme il y a des réflexes qui vont en fait empêcher de dissocier le réflexe amphibien qui est en bas, qui empêche de dissocier le mouvement du bas du corps et du haut du corps. Voilà, donc en fait, tout ça, c'est des choses qui du coup, l'enfant, il ne peut pas. Babinski qui va en fait être le lien entre les mouvements de la main et de la bouche. Donc des enfants qui vont comme ça, non, n'importe quoi, Babkin. Je me mélange tous les deux. Donc, Babinski, c'est au niveau du pied. Je suis désolée. En tout cas, il y en a un qui n'est pas en lien avec les troubles 10, mais les enfants qui mâchouillent leur t-shirt, qui mâchouillent leur stylo, etc. C'est un réflexe qui s'appelle Babkin, qui n'est pas intégré. Faire ses lacets, manger avec une fourchette, par exemple. En même temps que faire ses lacets, manger avec une fourchette, ouais. Il y a moyen que ça soit lié. Ouais. D'accord. RTL, bon, la dyscalculie. Bon, voilà. En fait, il y en a plusieurs. Alors, juste une petite précision qui s'appelle le réflexe du redressement de la tête, qui empêche de dissocier, en fait. Quand on regarde un point fixe, c'est un réflexe qui empêche de dissocier l'équilibre de la tête et le mouvement. Et en fait, c'est un réflexe, quand il n'est pas intégré, ça fait… Il y a tout d'un bloc, quoi. Et c'est le réflexe qui empêche, par exemple, aux enfants 10 de dissocier le B, le P, le Q, le P. Le P, le D, non, décidément, le D, le B, le Q et le P. Et en fait, ce réflexe-là de redressement de la tête, quand il n'est pas intégré, l'enfant ne peut pas dissocier. Alors, au prix de beaucoup d'efforts, il pourra, mais ça va vraiment, vraiment le gêner. Voilà. Hop, je continue. Je vous ai prévu des petits tests. Petit test que nous allons faire tous ensemble. Vous allez prendre votre main et vous allez chatouiller votre main avec votre doigt, tout simplement, ou si vous avez un stylo, peu importe, ça marche très bien avec les deux. Donc, vous allez chatouiller la paume de votre main et puis vous allez me dire dans les RTAC entraîne, par exemple, de ne pas savoir faire ses lacets. Ah oui, alors c'est pas que celui-là, mais oui, ça peut avoir un lien aussi, par exemple. Donc voilà, donc stimulez la paume de votre main et vous me dites dans les commentaires ce que ça vous fait comme réaction. Dites-moi dans les commentaires, dans le chat, ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous fait rien? Est-ce que ça vous fait des chatouilles? Est-ce que vous avez envie de gratter? Est-ce que voilà, dites-moi ce que ça vous fait, puis je vous dirai après. Désagréable, ok. Merci Maude. Les autres? Derrière les oreilles. Ça chatouille derrière les oreilles. Derrière les oreilles, trop fort. Je n'avais jamais entendu ça. Agacement, chatouille. Oh là 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 là. Eh bien, félicitations. J'ai l'honneur de vous annoncer que votre réflexe d'agrippement palmaire n'est pas intégré, ou en tout cas, pas totalement. Ce n'est pas forcément 1 ou 0. Relaxant, donc ça veut dire que tout va bien. Chatouille gratte. Alors, en fait, ce réflexe, c'est quand on met le doigt ou un objet dans la main d'un petit bébé, tchouk, il agrippe. C'est un réflexe qui nous vient de nos ancêtres primates qui permettaient aux enfants de s'agripper à la fourrure de leur mère. Si aujourd'hui ils essayent de s'agripper à notre fourrure, ils ne vont pas aller bien loin. Mais ce réflexe-là est resté. Et en fait, ce réflexe, lorsqu'il reste, et bien quand après
l'enfant, il va prendre son stylo, en fait, et bien en fait, il va être en mode réflexe, c'est-à-dire qu'il agrippe, il ne peut pas avoir une écriture fluide. Donc, c'est des enfants qu'on va appeler les briseurs de mine ou qui vont, en fait, quand ils écrivent, on voit à travers la page, en fait, la gravure de ce qu'il a écrit au dos, des choses comme ça. Parce qu'en fait, la main, elle n'est pas dans un mouvement volontaire de préhension du stylo, donc ça ne peut pas être souple et fluide. Il est dans l'agrippement. Est-ce que c'est clair? Vous voyez la différence de ce que je veux vous dire ou pas? Ce n'est pas quelque chose qui, effectivement, les doigts ont envie de se refermer. Voilà. C'est en fait un agrippement parce que, voilà, on va se crisper parce que ce réflexe n'a pas été intégré. Est-ce que c'est bien clair, ça? Donc, en fait, c'est des enfants que des fois, on va leur faire mais fais des lignes, fais un effort, etc. Mais en fait, ils ne peuvent pas. Tant que ce réflexe n'a pas été intégré, ils ne pourront pas avoir une écriture fluide. Ça va créer aussi beaucoup de problèmes, souvent d'orthographe ou quoi, ou de lenteur. Parce que l'orthographe, parce qu'ils sont tellement concentrés sur compenser ce réflexe, donc concentrés sur la graphie, qui n'ont pas le recul de l'ensemble du mot. Donc, s'ils ont raté une lettre, si l'orthographe globale, ils en sont à milieu, ça va demander tellement d'efforts d'arriver à se concentrer sur la graphie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça, mince, j'ai perdu le fil. Donc, c'est un réflexe qui va empêcher l'écriture fluide. Mince, j'ai oublié ce que je voulais. Et du coup, la compréhension globale, de toute façon, de ce qu'il écrit, il ne va pas pouvoir l'avoir puisqu'il est trop concentré sur cette compensation de réflexe. Est-ce que parmi vous, il y a des enfants, vous reconnaissez, vous, vos enfants là-dedans? Alors, c'est des enfants qu'on va essayer de contrarier, entre guillemets, en les mettant des guides doigts, etc. Mais prends ton stylo correctement, en fait, ils ne peuvent pas. On ne peut pas prendre un stylo correctement quand on a ce réflexe parce que, justement, on est dans l'agrippement et vraiment pas dans le positionnement volontaire. Mode 2, comment on maltraite nos enfants? Exactement. On les maltraite par ignorance. Et c'est vraiment ça qui m'a révoltée quand j'ai découvert cet univers parce que et ça, c'est un exemple parmi plein d'autres, quoi. Donc, voilà. Donc, ces enfants-là, on va vraiment… Alors, déjà, ce que vous pouvez tous faire à la maison, si vous avez vous ou vos enfants, c'est tout simplement un massage des mains pour désensibiliser la zone. Ça va être quelque chose de très, très facile. Et puis après, il y aura des petits exercices qu'on pourra faire. Je vous ai préparé des exercices par trouble 10. Bon, ils se recoupent, mais… Ils se recoupent les uns les autres, mais en tout cas, voilà. Un autre réflexe que je voulais vous faire, mais je ne sais pas si vous arrivez à le faire, si vous avez vos enfants à côté de vous, vous pouvez les appeler. Donc, en fait, c'est de demander à votre enfant d'être debout, en fait, devant vous, de leur faire tendre les bras comme ça, d'accord? Vous positionnez derrière et d'abord les yeux ouverts, vous allez en fait faire pivoter leur tête à droite et à gauche et vous observez le mouvement des bras. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des binômes à côté pour faire cet exercice? Alors, en visio, ce n'est pas évident, mais si vous arrivez à le faire au moins quelques-uns, ça serait chouette. Et donc, on fait une fois les yeux ouverts et une fois les yeux fermés. Des fois, le test, juste les yeux ouverts peut suffire, mais en fonction… je tente s'il est dispo. Ah, génial. Bon, super. Je vous attends quelques minutes. Dommage. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave. Je vais expliquer, puis vous pourrez le faire plus tard. Donc, je disais que en fait, là, on teste le RTAC, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le réflexe des apprentissages, réflexe tonique asymétrique du cou. Et en fait, c'est un réflexe qui est intégré lorsque l'enfant est allaité par sa mère. Alors, je répète, oui. Donc, tu prends l'enfant, tu lui fais mettre debout, les bras devant lui horizontaux, d'accord? Tu te mets derrière, tu prends sa tête entre ses mains et tu vas lui faire tourner la tête gauche à droite. Et pendant que tu fais ça, tu observes qu'est-ce que font ses bras. Est-ce qu'ils restent au même endroit? Est-ce qu'ils tournent avec la tête ou pas? Et tu me dis dans le commentaire après, qu'est-ce que tu as observé? Donc, en fait, je disais que ce réflexe, c'est quand la maman allaite son enfant, qui est… je vais me redresser pour que vous voyez le haut de mon torse. Donc, en fait, on a l'enfant avec la tête, d'accord, au niveau du sein. Il a un bras et une jambe libre. Donc, en fait, les autres sont bloqués par notre ventre. Ce bras et cette jambe, ils vont dans une motricité libre. Ses bras tournent avec sa tête, surtout côté gauche. OK. Il tourne légèrement les bras avec la tête dans la même direction. Et bien, ça, c'est la preuve que le réflexe n'est pas intégré.
parce que normalement, les bras devraient rester immobiles quand le réflexe est parfaitement intégré et la tête devrait pouvoir tourner sans aucun mouvement des bras. Donc, voilà, tout son corps tourne. Formidable. Les bras tournent légèrement en même temps que la tête. Bon, tant qu'il y a un mouvement, le bras droit descend beaucoup, les deux côtés. OK, bon, tant qu'il y a un mouvement des bras au moment de la tête, c'est que le réflexe n'est pas intégré et le pourcentage d'intégration est plus important. En fait, plus ça bouge et moins le réflexe est intégré. Bon, voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir testé. C'est chouette de pouvoir avoir vos réactions en direct. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que toutes ces personnes qui ont été testées ont leur réflexe tonique asymétrique du cou qui n'est pas intégré. Donc, selon divers pourcentages, je ne peux pas l'évaluer à distance comme ça, il faudrait que je vois, mais peu importe, le travailler leur fera du bien. Je vais le dire après. Je n'ai pas encore dit ce qu'il fallait faire. Donc, pour le test, Margaret, quand je tourne sa tête à gauche, les bras vont à gauche. Formidable. C'est d'un seul bloc. Bon, voilà, Malika, on peut travailler avec, ça va lui faire du bien. Et par exemple, les bras n'ont pas bougé. Eh bien, formidable, ça veut dire que le réflexe est totalement intégré. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un retour comme ça aussi pour avoir les deux exemples. Donc moi, par exemple, quand en consultation, je reçois un enfant qui a un trouble 10, quel qu'il soit, ou même un trouble TDAH, le premier réflexe que je vais tester, c'est le RTAC. Et en fait, 95% des fois, en fait, il est présent, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment celui qui a, c'est un peu la star des réflexes. Il y en a un autre dans la sphère émotionnelle, mais en tout cas, dans la sphère cognitive, c'est un peu la star. OK, donc maintenant, je vous ai préparé par trouble 10 un peu un exercice. Je vous invite vraiment à prendre des notes parce que les exercices, ils vont être efficaces dans tous les troubles 10. Donc, même si je ne l'ai pas donné pour ce trouble dont votre enfant est concerné, il pourra certainement lui être utile quand même. Ce n'est pas aussi segmenté que ça. Ce que je disais tout à l'heure, chacun a des impacts dans différentes sphères. On va faire un petit zoom donc, sur les troubles d'apprentissage. C'est quoi? Ce sont des troubles cognitifs qui traduisent un dysfonctionnement au sein des fonctions mentales. D'accord? Les 10 en cortège. Les troubles spécifiques des apprentissages peuvent être classés en 3 catégories. J'en ai mis 4, formidable. Troubles du langage, ce qui est dyslexie, dysorthographie, dysphasie. Troubles des praxies, d'accord, des fonctions. Les dyspraxies, et la cognition mathématique, la dyscalculie. Oui, pourquoi? C'est pour ça que j'ai mis 3 et après j'ai rajouté le TDAH. Et il y a aussi le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Attention, la notion de trouble, elle est différente du retard simple dans la mesure où il est durable. C'est-à-dire qu'un enfant, il peut avoir un retard dans l'acquisition ponctuelle pour une raison X ou Y, il peut y avoir 1000 raisons selon les situations, mais ce n'est pas pour ça que c'est un trouble. Dissocier les deux, c'est important quand même. Voilà. La dyslexie, c'est un trouble spécifique qui affecte les mécanismes primaires d'identification des mots. Donc, souvent, grande lenteur dans toutes les activités comprenant de l'écrit, lecture ou écriture, d'où la possibilité de traiter un devoir en entier. Souvent, une écriture peu lisible, beaucoup de fautes, etc., ou même dans la graphie. Souvent, des difficultés d'organisation, des problèmes pour situer dans le temps, beaucoup de fatigue, souvent gêné par le bruit qui impacte la concentration, difficulté à lire, orthographe très défaillante, souvent de meilleures performances à l'oral d'ailleurs, les 10 ont souvent de grandes capacités à l'oral, souvent une compréhension supérieure lorsque l'énoncé est oralisé et non écrit, et des capacités d'apprentissage normales si on passe donc par une autre modalité que l'écrit. Que faire pour les aider? Côté enseignant, on peut tout simplement lire les consignes écrites, limiter les copies vraiment pour ces enfants-là et éventuellement donner plus de temps si vraiment c'est nécessaire. Aérer les documents, grossir les caractères pour plus espacer, faciliter. Connaître précisément les difficultés de l'élève pour adapter les outils. À la maison, vous parents, peut continuer à lire des histoires et que l'enfant nous dicte ce qu'il veut écrire et que nous, on écrit. Et toujours vraiment privilégier l'aspect plaisir avec l'écrit. En fait, il faut que ça reste un plaisir, arrêter de lui mettre le nez dans ses fautes et dire valoriser la démarche globale s'il arrive à ça, quoi. Et ne pas se décourager dans la lenteur des progrès non plus, parce que selon l'âge à laquelle l'enfant est identifié et pris en charge, il va y avoir un peu des carences qu'il a accumulées au fil des années. Donc, continuer à les soutenir. Et puis, ne surtout pas minimiser les signaux d'alerte.
en fait, même si un enfant n'a pas un trouble 10, mais qui se reconnaît dans ces choses-là, ben, aidons-le dans cette dynamique et c'est tout ce qui est important, c'est de l'aider, quoi. Un exercice qui leur fera énormément de bien, qui est l'exercice de l'éléphant. Donc, on est debout. Alors, je vais remettre ma caméra. Je ne peux pas mettre debout, j'ai toujours mon plâtre. On me l'enlève la semaine prochaine, donc je ne peux pas mettre debout, mais on va faire comme si. Donc, on se met debout, on met la tête contre l'épaule. Pour bien garder la position, on peut mettre une paire de chaussettes, un petit tissu pour caler la joue sur l'épaule. C'est important, d'accord? Les yeux, ils vont regarder le bout du doigt, en fait, qui est tendu. Et on va dessiner des 8 couchés avec le bras en regardant avec nos yeux, en suivant ce parcours-là. On peut faire dans un sens, dans l'autre sens, et évidemment des deux côtés. Il est fort probable que lors des premières fois que l'enfant va faire l'exercice, il ait des douleurs dans la nuque, qu'il a du mal à dessiner un 8 vraiment. Pour l'accompagner, soit ça peut passer par une séance d'intégration parce que du coup, ça sera beaucoup plus facile, mais tout simplement à la maison, c'est d'abord l'aider à guider son bras au début pour qu'il trouve le mouvement du 8 couché et y aller progressivement parce que ça peut être vraiment, quand le RTAC n'est pas du tout intégré, ça peut être vraiment douloureux au niveau de la nuque, cette posture. Donc, indulgence et patience, voilà. Et le reste du corps est censé rester immobile. Et ce n'est pas tout le corps qui fait le 8 couché en fait en même temps que le bras. Ce qui est possible qu'il arrive au début, en général, quand le réflexe n'est pas du tout intégré. Mais à terme, il faut viser qu'il n'y a que le bras qui bouge. Voilà. Est-ce que c'est clair cet exercice pour tout le monde ou pas? Donc, quand le faire, quelle fréquence? En fait, pour envisager réduire, il faut le faire 21 jours d'affilée. Ça, c'est quand on ne passe pas par une séance. Si on est passé par une séance, vous allez voir des effets au bout d'une semaine déjà rapidement, quoi. C'est bon pour cet exercice? Alors, il y aura le replay, dyspraxie, il n'y arrive pas. Ouais. Il y a d'autres choses spécifiques à dyspraxie qu'il pourra faire avant pour peut-être y accéder par la suite. C'est pour ça que je dis indulgence, c'est vraiment pas un exercice facile selon le niveau d'intégration des réflexes. Parce qu'il est très rare qu'il y ait un seul réflexe pas intégré en plus, donc il se parasite et donc ça ajoute de la difficulté. Maintenant, dysorthographie, qui est un trouble persistant de l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe, donc qui affecte l'apprentissage et l'automatisation de la correspondance phonème-graphème et qui affecte la capacité à se représenter visuellement l'orthographe des mots. Donc, ils vont souvent sauter des lettres, inverser les syllabes, faire une mauvaise segmentation des mots et ils vont écrire plutôt en phonétique, d'accord? Donc, c'est souvent des troubles qui se retrouvent avec la dyslexie. Souvent, ils sont souvent présents les deux. Que faire pour les aider? La même chose que pour la dyslexie, dyspraxie et l'hyperactivité. Et donc, un petit exercice. Donc, vous avez bien compris que cet exercice, donc en fait, dans le premier que je vous ai donné, on travaillait le RTAC. Là, celui que je vais vous donner, on travaille le redressement de la tête. Et donc, je le répète encore, même si votre enfant n'est diagnostiqué que dyslexique, tout ce que je vais vous donner, vous pouvez les faire avec. Sachant que c'est bien de dire, on fait 3 exercices pendant 21 jours et après on change. Donc, tout simplement, on s'assoit sur une chaise ou sur le bord d'un canapé, peu importe. On pose un objet sur sa tête, comme on peut mettre des graines dans une chaussette et on ferme avec un élastique, ça marche très bien. Ou si vous avez un petit coussin de noyau d'olive. En fait, un objet qu'on puisse sentir sur la tête et qu'on puisse avoir une certaine stabilité quand même. On n'est pas une balle, ça n'a pas d'intérêt. Et on va fixer en fait un... Alors, excusez-moi, il y a des enfants. Je m'excuse, c'était l'intervention de mes enfants. Alors, les 21 jours sont-ils également valables pour les exercices liés au réflexe d'attachement? Absolument. Et j'ai même quelque chose que je voulais préciser, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on n'a pas eu un réflexe qui a été intégré à la période où il aurait dû être intégré, et donc on aurait dû faire des milliers de fois en fait ce mouvement, il est fort probable que lors d'une période de fatigue, de stress ou autre, le réflexe réapparaisse malgré le travail qui a pu être fait dessus. Dans ces cas-là, mieux vaut refaire les exercices quelques jours en autonomie chez vous avec ce que vous avez déjà, que de resubir les conséquences.
Moi, mon petit garçon qui a fait un gros travail sur ses réflexes, quand pendant une semaine, il ne fait plus du tout d'exercice, je revois son changement de comportement. Donc, on refait des exercices. Je maintiens un rythme parce qu'il a fait un gros travail. Je retiens un rythme où au moins 2 fois par semaine, on les fait pour avoir une sorte de fond, en fait. Et moi, qui ai certains réflexes, pareil, qui n'étaient pas intégrés, quand je suis fatiguée ou quand je suis stressée, je vois qu'ils réapparaissent aussi. Donc, je refais mes exercices pour les intégrer. Donc, en fait, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Maud? Donc, il vaut mieux les refaire régulièrement en autonomie. Après, une fois que vous les avez une fois, vous n'avez plus besoin de voir un professionnel. Hein. Le but, c'est de devenir autonome et voilà. Mais vraiment, il faut mieux les refaire plutôt que de resubir en fait, les conséquences, parce que sinon, ça aurait été pas un coup d'épée dans l'eau, mais un effet beaucoup plus modéré. Donc, je reviens sur cet exercice qui s'appelle la girouette et qui travaille le réflexe du redressement de la tête. Donc, on s'assoit sur une chaise, on pose un objet sur la tête, je disais qu'il peut faire un petit peu poids quand même. On fixe un point au mur en face de nous et on va déplacer. Alors, est-ce que vous me voyez? Oui, la caméra, elle est ma caméra, je ne me vois plus. Ah oui, c'est bon. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on va déplacer son buste dans les 4 directions tout en fixant son point. D'accord? Et en fait, le but, c'est que la tête reste droite pour garder l'objet au-dessus. Et en fait, du coup, ça va dissocier le mouvement de la tête et du buste. D'accord? Donc, on dissocie. Et en faisant ça, on travaille ce réflexe de redressement de la tête et on l'aide à s'intégrer. Voilà, donc l'exercice de la girouette. On fait à peu près, pour cet exercice-là, à peu près 3 tours, en fait, 3 rotations complètes. Alors, c'est pas facile. Je regarde mon point, je regarde la caméra pour me regarder, je regarde mon écran. Mais voilà, je pense que vous avez compris, il est assez simple et pareil. Il peut être celui-là un peu difficile au début parce que l'enfant va avoir du mal à dissocier les deux, donc il va peut-être faire tomber plus le sac de grains. Donc, on peut peut-être l'aider dans un premier temps en mettant notre main, parce que notre main, il n'y a pas une question de on va faire tomber l'objet. On met notre main pour donner l'information à ces cellules. En fait, ma caméra ne marche plus, elle ne fait pas la netteté. Bon, ça va revenir. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça des fois. Bon, j'espère que vous me voyez quand même. Attendez, je vais vous montrer que... Ah. La caméra, pourquoi c'est ça? Bon. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous faites ça à la maison, mettez votre main au début sur la tête de votre enfant pour pas qu'il y ait d'histoire de sensation d'échec de je fais tomber l'objet. On met la main, ça crée en fait le contact, ça donne l'information en fait qu'il faut que là ça reste aligné, droit. Et puis après, notre enfant va se déplacer dans les 4 directions avec le reste de son buste. D'accord? Je continue, et comme d'habitude, si vous avez des questions, des réactions, vous me dites. Dysgraphie maintenant. Ce sont des troubles qui entraînent une lenteur importante dans la réalisation des productions graphiques et écrites ou une malformation des lettres. Donc, souvent, une mauvaise tenue de stylo, vous vous rappelez, j'en ai parlé tout à l'heure, des refus d'écrire, dans la reproduction de forme, beaucoup de fatigue, de la lenteur, etc. Ça, c'est clairement le réflexe d'accueillement palmaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la cause. Donc, pareil, on va favoriser l'oral, on va continuer à s'entraîner, mais sur des séances très courtes et sur du plaisir. Par exemple, s'il préfère dessiner que écrire, on va l'entraîner vers le graphisme par le dessin d'abord avant de revenir à l'écriture. Et donc, valoriser ses capacités à l'oral et aider à la tenue d'un cahier avec des photocopies, par exemple, si on est enseignant, pour ne pas rajouter en fait, à ce trouble le fait d'avoir un cahier sale et difficile à relire, etc. Au niveau des exercices en réflexe archaïque qu'on peut faire, alors je vous ai mis celui-là parce qu'il y en a un autre que j'aime beaucoup, mais que je ne pouvais pas illustrer facilement, mais je vais vous le partager quand même. Je vais vous partager 2. Donc celui-là, c'est un exercice qui s'appelle la pince. Mais ma caméra, alors attendez, je vais l'éteindre et la rallumer, ça m'agace que ce soit flouté. Ah ben voilà, formidable. Donc, la pince. Donc, vous mettez vos doigts comme ça. Il faut vraiment le cercle le plus parfait possible, que les ongles se touchent, d'accord? Et avec l'autre main, on va venir faire une pression comme pour ouvrir le cercle pendant 5 secondes. Donc, en fait, on va venir résister et on fait ça avec chaque doigt. On fait ça avec chaque doigt, d'accord?
de chaque main, évidemment. D'accord? Et on fait ça 5 secondes. Et pareil, comme les autres, on va venir les faire. On va venir les faire pendant 21 jours ou à chaque fois que ça réapparaît. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, mais que là, je ne vous ai pas mis parce que j'ai essayé de trouver pour l'illustrer. Je n'ai pas trouvé, donc je ne l'ai pas mis. L'idée, c'est que vous preniez une feuille. Et ça, en classe, ça, c'est tip top. Ceux qui, il y a des enseignants, parmi vous là qui sont là ou pas? Comme ça, je vais quand même vous le présenter, mais je veux savoir s'il y a des enseignants. Donc, en fait, vous mettez une feuille à laquelle vous ne tenez pas trop sur la table. Oui, génial. Une feuille à laquelle vous ne tenez pas, une feuille de brouillon. Donc, vous la posez sur le bureau. Là, mon bureau, vous n'allez pas le voir, donc je la mets en hauteur, mais sinon, c'est sur le bureau. Et vous allez inviter l'enfant, et vous avec au passage, à venir avec une seule main agripper la feuille. C'est un mauvais exemple, c'est une feuille à laquelle je tiens. Allez, attendez, on va faire avec celle-là. Donc, elle est posée sur la table. Je vais venir agripper avec une, la mettre au-dessus de moi, tendre le bras en fait, je vais faire, le bras est tendu, et venir la chiffonner avec une seule main sans céder de l'autre. Et ensuite, venir la remettre sur la table et la redéplier de la même façon et la remettre bien à plat avec une seule main. D'accord? Et ça, évidemment, avec chaque main, on le fait 3 fois avec chaque main. Ça, c'est topissime pour l'intégration. Alors ça, c'est topissime. Celui-là, en plus, il est un peu fun quand même parce qu'on a le droit de chiffonner une feuille et ça, c'est quand même assez rigolo. Et il est d'une efficacité vraiment redoutable. Donc, on peut aussi mélanger ça avec un exercice de développement personnel, de dire on met sur la feuille, je ne sais pas, tout ce qu'on ne veut plus ou tout ce qui nous embête, et puis on le chiffonne. Voilà, ça peut être un double truc. Mais en tout cas, physiquement, le fait de faire ça et de maîtriser, vous allez voir que ça ne va pas être facile au début. Ils vont avoir tendance à vouloir s'aider avec l'autre. Peut-être vous aussi, d'ailleurs, au passage. Mais au fur et à mesure, ils vont y aller et vous allez voir que plus ils vont s'améliorer dans cette préhension et plus leur écriture sera fluide. Voilà pour la dysgraphie. Maintenant, la dyscalculie. C'est donc un trouble du langage écrit, de l'attention, de l'organisation spatio-temporelle et qui peut être vraiment consécutive avec une dyspraxie visio-spatiale et plutôt lors des quantités, traiter des informations, synthétiser, etc. Ça va être très difficile pour ces enfants, ou pas que enfants, parce que les enfants deviennent des adultes d'ailleurs. Souvent des problèmes de latéralité, les enfants qui vont être maladroits, planification de tâches, difficulté ou incapacité à compter sur ses doigts, tout ce qui va être numération, identifier en fait, faire des calculs mentaux et tout, très difficile aussi. Que faire pour les aider? Bien cerner les difficultés de l'enfant pour éviter de proposer des aides qui seront pour lui des entraves. D'accord? Mais non, mais compte sur tes doigts. Oui, mais en fait, pour lui, c'est encore plus dur. Et si un tableau à double entrée, s'il a une dyspraxie, ça va être encore plus dur aussi. Donc, il faut vraiment bien cibler et puis en fait, lui demander, parce que souvent, eux, ils sentent ce qui est plus facile pour eux. En réflexe archaïque, on va travailler encore une fois le redressement de la tête avec cet exercice de hochement de tête. Donc, on est debout cette fois. Donc, on pose un objet sur la tête, le même que tout à l'heure, le petit sac de grains, la chaussette avec les graines. D'accord? Les mains, comme ça, on les met sous le nombril. D'accord? Et juste en inclinant la tête, le sac doit tomber dans les mains sans que les mains bougent, évidemment, 10 fois d'affilée. Attention, quand ça c'est fait, on met les mains dans le dos, à peu près au même niveau qu'elles étaient sous le nombril, et on fait en arrière. Et là, on travaille aussi le réflexe tonique symétrique du cou, donc le asymétrique, tac, et le symétrique comme ça. D'accord? Et vraiment des réflexes qui vont énormément impacter les capacités cognitives. Au début, il est fort, probable que le sac tombe à côté. C'est pas grave, on souffle, on respire, il n'y a pas d'histoire de réussite ou d'échec. On dit on prend le temps et puis on le fait en famille, ça fera du bien à tout le monde. Je continue avec la dysphasie cette fois. C'est quand on a une forme du message qui va être distordue avec des phrases très simples ou des mots-phrases. Vraiment une difficulté à transmettre des informations, à exprimer en fait ce qu'ils ont envie de dire.
Donc, souvent des troubles de l'élocution, de l'évocation, ils vont avoir du mal à trouver son vocabulaire, vraiment beaucoup de difficultés. Donc, ils vont souvent éviter de parler, avoir des relations sociales tronquées, en fait, à cause de ça. C'est peut-être des fois mis sur le compte de la timidité, mais qui en fait une compensation de ce trouble. En fait, ils ont essayé, on s'est moqué d'eux ou on ne les a pas compris et du coup, ils ont été écartés, rejetés en fonction des situations. Et donc, en fait, ils vont limiter de prendre la parole. Ils vont se contenter de réponses très courtes. Oui, non, machin, pour aller à l'essentiel. Pour les aider, ne pas culpabiliser, bien essayer de comprendre. On peut mettre des projets personnalisés de scolarisation. Là-dessus, je sais qu'il y a des cellules au sein des établissements qui sont de plus en plus mises en place, heureusement. Donc, merci à tout cela parce que c'est une vraie souffrance pour ces enfants. Et puis, en fonction des profils, parce que, comme on sait, il y a plusieurs facteurs, donc c'est difficile de vous répondre, des outils pédagogiques qui vont être vraiment appropriés et qui vont lui permettre de reprendre un peu le contrôle sur ses capacités de langage et de communication. En réflexe archaïque, on va travailler la pompe contre le mur, on va travailler le réflexe de traction des mains et d'autres, mais bon, aussi on travaille le RTP. Donc, on est réflexe tendineux de protection, en fait, d'être assez crispé. Donc, on est debout, on pose les mains à plat sur un mur et on se penche. Donc, les pieds, il faut bien qu'ils soient dans l'axe les pieds dans l'axe du mur. Les deux pieds regardent le mur. D'accord? On plie les bras jusqu'à poser la tête en tirant bien la jambe qui est à l'arrière, qui est tendue. Puis, on revient en poussant sur les bras contre le mur. D'accord? On fait des pompes, en fait, contre le mur. C'est vraiment ça. Ça porte bien son nom. Pompe contre le mur. Et voilà, on fait 3 pompes avec chaque jambe devant. Si l'enfant veut en faire plus, il peut en faire plus. Ça ne lui fera que du bien. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment... pareil, quelque chose de très simple, accessible partout, même en classe, à la maison, et puis qui marche assez bien. La dyspraxie maintenant, trouble de la planification spatiale temporelle, donc des enfants qui vont être vraiment pas autonomes, de grosses dysorthographies souvent, grosses dysgraphies, beaucoup de dyscalculie. Ça, ce sont souvent des enfants qui souffrent quand même, globalement, cognitivement, beaucoup de compensation à faire pour cela. Brouillon. En fait, on pourrait résumer ces enfants à un fonctionnement brouillon parce qu'en fait, ils n'arrivent pas, Ils n'arrivent pas. Maladroits, etc. Quand ils vont manger, ils vont être sales. Voilà. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de réflexes à travailler, ces petits chéris. Pour les aider, alors, des cahiers plus espacés avec des lignes larges. On peut adapter le système de notation. On peut regarder des repères spatiaux avec des gommettes, limiter la production écrite, verbaliser le plus possible, permettre à l'enfant de parler en travaillant, en chuchotant, d'accord, passer par le verbal, en épelant, valoriser en fait ce qui va être plus facile pour eux et leur permettre de travailler sur des ordinateurs si c'est possible et puis favoriser des langues comme l'italien ou l'espagnol qui seront plus faciles pour eux. Que, par exemple, que l'anglais, l'allemand, etc., des langues plus difficiles. En termes de réflexe archaïque, on va travailler sur les mouvements croisés, qui travaillent en fait la latéralité des hémisphères cérébraux. C'est très simple, ça vient de la brain gym comme exercice. Vous voyez l'illustration, elle est très bien. Je ne vais pas vous le faire, avec ma jambe dans le plat, je ne vais pas aller bien loin. Donc, un bras, un coude, voilà, et on va venir toucher la jambe opposée. Et hop, on alterne. Dans un premier temps, on le fait très doucement parce que ces enfants-là vont avoir beaucoup de mal à croiser. C'est vraiment de là que vient en fait la plupart de leurs problèmes. Mais au fur et à mesure, ça va s'améliorer. On peut un peu augmenter le rythme et puis croiser devant, derrière. Et puis après, un peu complexifier le processus de croiser. Mais en tout cas, travailler les mouvements croisés, c'est quelque chose qui va leur faire énormément de bien. Mais énormément. Franchement, des plus beaux cadeaux dans leur développement cognitif. Et maintenant, le TDAH, mon copain, qui m'accompagne depuis mon enfance. Donc, trouble de l'attention avec hyperactivité pour moi, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est un trouble circonstanciel. Il est un peu filou parce qu'il dépend beaucoup de la motivation de la personne et du contexte. Quand même, globalement, c'est un trouble
c'est des personnes qui ont moins de dopamine comme hormone dans le cerveau et qui vont avoir plus tendance à générer des situations qui vont leur permettre d'avoir un shoot de dopamine. Donc, des profils beaucoup plus sensibles aux addictions, au côté impulsif, qui fait partie de leurs caractéristiques. Souvent, une hyperactivité qui est involontaire, une attention qui est volatile et qui va vraiment, en fait, des enfants qui vont on va avoir l'impression qu'ils sont mal élevés, qui sont insupportables, etc. Et en fait, c'est juste qu'ils sont en stress interne constant, quoi. Ah bah ouais, là, ça marche, ma petite carte que j'avais faite. Je ne sais pas pourquoi le trouble 10, ça n'a pas marché. Donc, vous voyez le trouble de TDAH, tous les réflexes qui sont en lien. Donc, il y a les réflexes émotionnels, réflexe de Moro, qui est aussi un réflexe qui est en lien avec l'addiction au sucre, par exemple. Moro, chez les TDAH, il est pratiquement tout le temps présent. Donc, ça, c'est vraiment le réflexe de… je pars en arrière, j'ai hyper peur, etc. Pérez aussi, donc RTAC, on en a parlé plusieurs fois. Galant, c'est au niveau du dos, en fait, les enfants qui vont avoir tendance à ne pas supporter ce qu'il y a dans le dos, qui vont toujours être contre un mur, qui vont être en insécurité s'il y a des choses derrière eux, ou toujours en train de se retourner, guetter, voilà. Voilà. Et les enfants aussi qui vont avoir du mal à croiser, souvent TDAH, par exemple, s'il y a une répétition du quatre pattes, et demandez à vos enfants de marcher à quatre pattes, par exemple, dans le couloir chez vous, et puis vous observez, est-ce que le bras droit et la jambe droite avancent ensemble, ou est-ce que c'est la jambe droite et le bras gauche qui avancent, tchouk, tchouk, tchouk. Et ça, si c'est du même côté que ça avance, ben, en fait, c'est que leur latéralité, elle n'est pas acquise, quoi. Voilà, donc il y en a plein, qui a un plein de comportements involontaires qui vont à la somme, en fait, générer ce trouble TDAH. Que faire pour les aider? Alors, renforcer tout ce qu'ils font positif et essayer de minimiser nos critiques envers leur comportement lié à leurs troubles. C'est pas facile, je suis maman d'un petit garçon TDAH, je sais à quel point c'est de la ressource, mais c'est important, ça fait vraiment la différence. Leur faire une liste de tâches aussi ou des routines, ça marche assez bien pour ces enfants-là ou les adultes d'ailleurs. On peut avoir des objets de motricité qui vont leur permettre de faire bouger les mains ou les pieds. Par exemple, mon fils, il a un coussin à air sur sa chaise. Il a un élastique entre les pieds de sa chaise pour jouer avec ses pieds, qui leur permet d'avoir une activité sans se lever quand même. En classe, la maîtresse est contente. Voilà. C'est des enfants qui vont être très attirés par la nouveauté, par la variété. Donc, avec eux, il faut vraiment casser la routine pour avoir leur attention. Vraiment, eux, il faut vraiment travailler sur le réflexe archaïque parce que c'est des résultats très rapides. Pour les troubles auditifs aussi d'ailleurs. Une stimulation de l'équilibre, contact sensoriel qui vont leur permettre de s'apaiser. La musique basse fréquence, comme le chant des baleines, comme le ronronnement d'un chat, comme les battements de cœur, etc., qui vont vraiment aider ces cerveaux à redescendre. Moi-même, adulte, TDAH, quand même, malgré mon intégration, quand je fais ma comptabilité, qui est quelque chose qui me stresse profondément, en fait, je mets une musique de fond de ronronnement de chat. Parce qu'en fait, j'ai toujours grandi avec des chats et en fait, ce ronronnement de chat m'a toujours énormément apaisée et ça me permet de compenser le stress généré par la tâche que j'ai à réaliser. Je suis chef d'entreprise, je ne peux pas y échapper, quoi. Voilà. Donc, chacun va avoir ses sensibilités, mais trouver en tout cas la musique basse fréquence qui leur fera du bien. En termes d'alimentation, alors c'est valable pour tout le monde, mais pour ces profils-là, encore plus, ils vont être sensibles. Réduire, voire bannir le gluten, tout ce qui est protéines de blé, quoi, farine de blé dans les pâtes, le pain, les gâteaux. On varie les farines, en fait. Il y a plein de farines. Il y a du riz, il y a châtaigne, sarrasin, maïs, il y en a plein. Voilà. La caséine, c'est la protéine qui est dans les produits laitiers. Donc, tout ce qui est lait de vache, lait de chèvre, etc., lait de brebis. Donc, on limite les produits laitiers au maximum. Les sucres raffinés aussi, il faut comprendre que dans ces cerveaux-là, globalement chez les enfants, mais que le sucre raffiné est à l'enfant ce que l'alcool est à l'adulte. Ça les fait littéralement disjoncter. Donc après, on va se fâcher, mais en fait, c'est parce qu'ils ont mangé ça avant qu'ils vont vraiment perdre le contrôle. Donc, on est hyper vigilant sur le moment où l'enfant est quand même en forme pour essayer de compenser ça,
ou il va se dépenser après, donc son énergie va passer là-dedans, c'est OK. Ou si le niveau se fatigue, parce que sinon, ça va surenchérir la difficulté de gestion émotionnelle. Et puis, on travaille beaucoup le réflexe de Moro qui va leur permettre de se libérer des addictions qui sont très, très, très fréquentes dans ces profils. Les additifs et colorants alimentaires, on bannit. Tout ce qui n'a pas un nom d'aliment, en fait, au dos d'une composition, n'a rien à faire dans notre assiette, globalement. Et puis, pour ces profils-là, 10 fois plus, quoi. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça. Et en termes d'exercice, on peut faire l'exercice qui s'appelle les points du cerveau. Je vous en donnerai un autre après qui est aussi super, mais que, pareil, je vais choisir. Les points du cerveau, c'est quoi? Une main qui va sur le nombril. L'autre main, vous voyez là, moi, on les voit bien, ma clavicule. Et bien, en fait, donc, là, il y a mes 2 points de clavicule. Ben, en dessous, je mets mes doigts. Je masse, d'accord, en mettant la main sur le nombril. Et je vais faire tourner ma tête de droite à gauche. Donc là, je parle, mais il faut normalement coller la langue au palais quand on fait ça. Donc, voilà. Et quand on est sur le côté, on tire vraiment bien la tête, d'accord? Et après, bien sûr, on inverse les mains et on refait pareil. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, pareil, c'est un exercice qui peut être un peu difficile au début. Donc, si c'est difficile, on aide l'enfant, on va aider l'enfant à décomposer les mouvements. Donc, soit on l'aide à bouger la tête pendant qu'il se concentre sur ses mains, soit on l'accompagne, en tout cas, dans cet apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Certains enfants utilisent le sucre comme carburant rapide pour compenser leurs efforts de concentration par rester par réflexes d'intérêt. Est-ce bien cela et quelles sont les alternatives possibles? Alors, je comprends que certains utilisent le sucre comme carburant rapide pour compenser. Alors, c'est un peu ça. En fait, c'est une fausse compensation. C'est-à-dire qu'en fait, pour compenser le stress généré par leurs réflexes non intégrés, ils vont en fait aller vers le sucre parce que ça va apaiser. Ah, je me suis. Attendez, j'ai mon écran là. Ouais, c'est bon. Ils vont aller vers le sucre pour apaiser ce niveau de stress. Mais en fait, la présence du sucre va faire disjoncter leur cerveau et recréer le processus. Donc, en fait, comment faire pour les aider? C'est déjà limiter un maximum la présence de sucre dans leur alimentation. Sinon, ça va faire hypoglycémie, que des pics en fait. Et toi, il est en hypo, il est vraiment pas bien, et donc il va passer en hyper. Et en fait, jamais de zone moyenne. Donc, on limite les sucres rapides. Si on mange que du sucre, c'est que du fruit. Si on veut faire un sucre isolé, c'est des fruits. Voilà. Et puis, il y a vraiment le réflexe de Moro dont j'ai parlé plusieurs fois, qui est hyper impactant dans cette addiction au sucre et dans cette réflexe, dans cette habitude d'aller prendre du sucre pour s'apaiser ou pour retrouver une concentration. On remplace par des oléagineux, des noix, des graines. On peut mettre quelques raisins secs dedans, quelques cranberries, mais on s'en tient à ça. Et si on prend un sucre, eh ben, on l'associe à autre chose et on évite de le faire quand l'enfant il est à jeun, parce que là, il va vraiment disjoncter. Par exemple, si au petit déjeuner, après une nuit de sommeil, l'enfant, en fait, il mange un pain au chocolat, franchement, vous lui enlevez 80% de chances de se concentrer à l'école par la suite, parce que c'est pur sucre, c'est gluten, c'est tout, en fait, plein de choses qu'il ne faut pas. Et alors là, pouf, le cerveau, il explose. Après, il fait en hypoglycémie. Et là, il ne va plus à se concentrer non plus. Parce que le sucre permet quand même notre fonctionnement cognitif. Hein, donc, il ne faut pas... Mais il y a sucre et sucre. Le sucre des fruits, c'est OK, des choses comme ça. Mais en fait, notre alimentation n'est que sucre. Notre alimentation occidentale, il y a vraiment du sucre partout. Et puis, en fait, la plupart des gens, après, ne recherchent plus que ça comme goût. Et c'est bien dommage parce que ça ne fait pas trop du bien. Il a été quand même prouvé que le sucre est une drogue dure, plus dure que l'héroïne, quoi. Donc, bon, voilà, quoi. Un peu le topo. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Maude? Ou pas? Oui, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en attendant que vous écrivez vos questions, il y a un autre exercice que je voulais vous partager pour les enfants qui sont hyperactifs. Tout simplement, vous allongez l'enfant sur le dos, sur un lit, sur un tapis de sol, peu importe, bien dans l'axe, la tête, les bras, etc. Et par les chevilles, vous allez le bercer comme si de haut en bas pour que la tête fasse comme ça,
Attention, il ne faut pas faire trop fort parce que ça peut lui faire quand même mal, c'est sensible. On fait doucement et on fait peut-être une dizaine, voilà. Ah bah, super Cynthia, bah, ça va vous parler alors. Et ce bercement, en fait, justement, ça s'appelle bercement par les chevilles, il va énormément aider à limiter l'hyperactivité. Donc, même si vous voulez prendre rendez-vous avec un professionnel, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà faire cet exercice avec votre enfant. Et de manière, tout ce que je vous ai partagé ce soir, j'espère que vous avez pris des notes, j'espère que vous avez pris même des captures d'écran ou je ne sais quoi. Et vous allez pouvoir faire avec vos enfants, vous faites un petit programme, vous en choisissez 3 par exemple, faites-en peu mais faites-les bien, ça prend 5 minutes par jour et je vous garantis que c'est super. Moi, j'ai des mamans qui viennent me voir en séance, bon là j'ai eu une petite pause à cause de ma blessure, mais qui me disent mais je n'en reviens pas de la rapidité avec laquelle ça a fait un impact chez mes enfants. Bercement des chevilles, il s'appelle. Donc, on est la personne qu'on veut aider allongée sur le dos, bien tout dans l'axe, la tête surtout. On l'attrape par les chevilles et on va le pousser, en fait, comme si on poussait vers le haut puis vers le bas. Donc, en fait, le corps, admettons la tête est là, il doit faire comme ça. Et puis la tête, elle va faire comme ça lors du bercement. Est-ce que c'est plus clair? C'est pas facile d'expliquer comme ça en visio, surtout avec. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Est-ce que Cynthia, du coup, que vous avez un fils donc TDAH, est-ce que vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce que j'ai pu partager? C'est bon, Micheline? Ok, super. Quand vous parlez de sucre dans le pain, pour le moment, il ne s'agit pas comme vous dites. Quand vous parlez de sucre dans le pain, pour le moment, je n'ai pas compris la question. Désolée, Cynthia. Il y a peut-être un mot qui s'est échappé lorsque vous avez pianoté. Je peux me remettre la question. Bon, je vous donne la parole sinon, si vous voulez. Hop, je vais vous donner la parole. Je vous ai... ouais. Bonsoir. Bonsoir, Cynthia. Alors oui, ma question était que quand vous parlez de sucre dans le pain, vous dites que tout ce qui est sucre active, ils sont plus agités. Pour le moment, je n'ai pas encore observé ça de mon fils parce que le matin, je lui donne tout ce qui est, comme vous dites, un peu au chocolat, etc. Et par exemple, je prends un exemple type. Aujourd'hui, on est sorti de sa séance de psychomotricité le matin. Il était calme, il a pu se canaliser, être plus concentré, justement. Donc, est-ce que je dois continuer à lui donner du pain ou un peu limiter? Alors, globalement, le pain au chocolat, c'est quelque chose qui en fait, nous aide pas énormément physiologiquement à être bien. Si c'est exceptionnel, il ne faut pas diaboliser non plus. L'idée, ce n'est pas de bannir, mais c'est de trouver l'équilibre et de dire ça ne doit pas être le petit-déj de référence. Donc, ça reste quelque chose d'exceptionnel quand on est coincé ou si c'est un petit plaisir le week-end ou quoi. Mais il faut mieux éviter que ce soit au quotidien. Si on prend du pain complet. On prend du pain complet et on évite les choses vraiment trop sucrées au petit-déj. Déjà, commencer par un verre d'eau, déjà, avant toute chose. Oui, ça, et puis, voilà, ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis après, on peut manger des oléagineux, on peut manger des flocons d'avoine, on peut manger des fruits, ou on se fait une salade de fruits, du pain, du beurre et du fromage à la limite, parce que c'est un peu moins, il y a moins le côté sucre rapide. Voilà, des choses qui vont un peu moins créer ces pics, en fait, parce que du coup, hyperactivité et après, du coup, amorphe, plus d'énergie. Et puis, après, ça crée une vraie sensation de faim qui va les empêcher aussi de se concentrer. Je pense qu'on l'a tous vécu un jour. Quand j'ai faim, mais j'ai mal au ventre, etc. Moi, là, j'ai l'air sympa comme ça, mais quand je ressens cette sensation de faim, franchement, il ne faut pas m'approcher parce que je ne suis pas du tout patiente, parce que je suis limite agressive, parce que de l'intérieur, ça me fait mal, quoi. C'est ça. Donc, voilà ma réponse. Et puis après, on peut aussi envisager il y a plein de cultures qui ne mangent pas sucré au petit-déj. On peut envisager de l'avocat si votre enfant aime ça. On peut envisager un tinin morue. C'est pas que pendant le carnaval. Non, mais je veux dire, en fait, nous, dans notre société, on a quand même beaucoup banni le salé au petit-déj, globalement. Mais en fait, c'est super le salé au petit-déj, quoi. Voilà. Et puis, c'est souvent beaucoup plus consistant aussi. Voilà.
D'accord, ben je vous dans tous remercie. les cas, avec plaisir. Dans tous les cas, ce sont des habitudes à faire progressivement parce que si l'enfant a ces habitudes, il va être certainement un peu réticent au changement. Donc, y aller progressivement, tenir compte quand même de ses goûts, bien sûr. Hein, le but, ce n'est pas non plus de les traumatiser. Et puis, d'essayer d'avoir une réflexion ensemble de conscientiser l'impact de ce qu'on mange sur notre comportement, sur nos capacités. Mon fils, du coup, qui a donc un TDAH, quand on est dans l'extérieur, qu'il y a des bonbons, il me dit, est-ce que je peux en manger? Je dis, bah oui, et je t'invite à, dans un quart d'heure, me dire ce que tu observes sur ton comportement, quoi. Et ben, en général, ça ne rate pas. Un quart d'heure après, il fait des trous dans le plafond, quoi. Mais comme je l'invite à le conscientiser, ce n'est pas la même démarche. Parce que du coup, il dit, ah oui, ben, j'en prends que 2. Il arrive parce que lui aussi, qu'après, il disjoncte complètement, il peut partir en crise, etc. D'accord. Ben, Voilà, je donc, vais mener cette réflexion-là. ouais, voilà. Puis chacun son rythme, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est vraiment de devenir conscient des conséquences de nos choix, de notre alimentation sur nous. Et puis, bah, c'est plus ça, voilà, la démarche que je partage souvent. D'accord, pas de Voilà. souci. Alors, il y a une question. À l'étranger, c'est petit-déj salé, mais c'est dur de changer les habitudes. Alors, c'est vrai, mais comme on le dit souvent, la meilleure façon de changer, c'est de montrer l'exemple. Par exemple, dans notre famille, j'étais la première à plus manger de viande parce que je n'avais plus envie, en fait, depuis mes grossesses, tout simplement. Et du fait que je ne les mange pratiquement plus, ben, je n'en cuisine plus. Ma fille, qui n'a jamais eu d'appétence pour la viande, n'en mange pratiquement pas, c'est très exceptionnel. Et mon mari et mon fils, qui étaient de gros mangeurs de viande, ben, en fait, à notre contact, n'en mange plus qu'une fois par semaine, par exemple, alors qu'avant, c'était 1 à 2 fois par jour. Donc, peut-être que si c'est dur de changer les habitudes, commencez par nous à avoir des petits déj salés, à des petits déj un peu autrement pour donner envie peut-être aux autres d'essayer sans imposer. Mon fils a toujours faim, donc c'est peut-être dû à cela. Ah oui, carrément. Alors même, j'ai envie de dire, Margaret, le côté toujours faim, c'est peut-être même alors attention, je ne suis pas en train de poser un diagnostic, je ne suis pas naturopathe, etc. Mais en tout cas, c'est une piste à explorer, une intolérance au gluten qui va en fait créer sans cesse ces pics. Et souvent, la bonne nouvelle, plus ou moins, c'est que l'aliment qui perturbe le plus l'enfant, c'est souvent l'aliment pour lequel l'enfant a le plus d'appétence. Donc, s'il a tout le temps faim, c'est probablement ça se joue probablement en fonction de ce qu'il mange. Et ça serait bien d'observer, de faire un test. Alors, pendant 3 jours, tu ne manges pas de gluten et on voit si ça continue. Enfin, on va faire des petits tests comme ça. C'est bien la conscientisation comme ça, adulte et continuer les bonnes habitudes. Exactement. J'ai parlé de mes habitudes. Ah, d'accord. Je pensais que c'était pour les enfants. Bon, en tout cas, le fait comme moi, quand j'accompagne mes clientes en coaching, je leur dis en fait, ne vous brusquez pas, laissez votre temps, le temps faire son chemin. Vous-même, en fait, allez-y par petits pas. Et puis, il vaut mieux un petit déjeuner par mois où vous avez changé que rien du tout. Et la réflexion, elle va se faire à son rythme, à votre rythme. Et globalement, il faut garder en tête que plus on mange des aliments non transformés, et mieux on se porte. Et en fait, quand on a dans ça, après, on peut, nous, par exemple, on n'est jamais malade, jamais chez le médecin, rien, parce que je suis je suis assez pénible là-dessus, mais hyper vigilante sur la qualité de leur alimentation au quotidien. Après, il y a du plaisir ponctuellement, mais c'est vrai que je suis hyper vigilante sur ça. Il y a du gluten qu'une seule fois par semaine à la maison. On limite la viande parce qu'il a été prouvé que les hormones de stress contenues dans les bêtes qui ont été abattues, si elles ont été élevées dans des conditions, par exemple, de maltraitance, qu'elles ont eu des médicaments, etc., de façon régulière, ces hormones de stress, elles vont être assimilées par la personne qui va manger la viande par la suite. Et donc, souvent, moins on mange de viande et plus on va aussi être apaisé naturellement. Merci, oui, je l'ai déjà pressenti, mais il a du mal à arrêter le gluten. Je suis complètement d'accord avec vous, ce sujet est compliqué avec le père. Alors, je compatis vraiment. Je sais que ce n'est pas facile quand on n'est pas d'accord dans le couple. Ma petite astuce, si ça peut vous aider, c'est ne pas le bannir, mais déjà le varier. Donc, si on fait un gâteau, on met peut-être 30% ou 50% de gluten et puis on met 50% d'une autre farine. Déjà, ça va passer inaperçu. On n'est pas obligé de le dire. Et puis déjà, on a diminué. Quand on achète des gâteaux, on conscientise ça et au lieu de lui acheter des gâteaux à base de blé, on prend un petit épeautre. C'est très proche. Les pâtes, pareil, les pâtes de petit épeautre, franchement, en termes de goût et de texture, c'est hyper proche. Et
le gluten de l'épeautre est beaucoup plus facilement assimilé par le corps que celle du blé, qui a été tellement transformée que en fait, le corps, bon, on ne va pas rentrer dans le côté physiologique, mais si ça vous intéresse, renseignez-vous. Eh bien, super, Margaret. Eh bien, il faut continuer vers ça et aussi ne pas se culpabiliser ou ne pas diaboliser non plus en disant si le reste du temps, 80% du temps, il a une alimentation variée, équilibrée, etc., c'est OK en fait si de temps en temps il y a du gluten. Le plaisir fait partie de l'équilibre de l'alimentation. D'ailleurs, il a été prouvé aussi que beaucoup d'enfants hyperactifs en fait, avaient leur hyperactivité qui était générée par un aliment auquel ils avaient une intolérance finalement qui ne se manifestait que par de l'hyperactivité. Des personnes qui ont des grosses cernes, alors les enfants par exemple qui ont des grosses cernes, ça peut être le signe d'une intolérance alimentaire. Une forte odeur des pieds, ça peut être une intolérance alimentaire. Vous savez, sur les bras, il y a des enfants qui vont être hyper granuleux. Vous voyez un peu cette sensation un peu peau de poulet, là. Je ne sais pas comment expliquer, mais et ben ça peut être aussi le signe d'une intolérance alimentaire. Donc, il y a plein de micro-signaux qui ne vont pas forcément être gênants au quotidien, parce qu'on en a appris à s'en accoutumer, mais qui vont quand même, embêter un peu l'enfant ou l'adulte d'ailleurs. Avec plaisir, Margaret. Ah ben voilà, super, ça peut aider. As-tu une adresse où les prix sont corrects car les autres farines, gâteaux et sans gluten sont chers? Alors moi, la meilleure adresse, c'est de les faire maison, tout simplement. Alors j'achète les farines et je les fais maison la plupart du temps. Il y a beaucoup d'oléagineux chez nous et beaucoup de fruits. Et les gâteaux, ça reste exceptionnel. Ça reste du complément, mais ce n'est pas la base de leur alimentation. Du coup, même si j'achète des farines un peu plus chères, comme il y en a beaucoup moins, c'est OK dans la balance. Et aussi, vous allez voir que quand on revient dans cette alimentation, globalement, on va manger moins. Et donc, en fait, l'équilibre, il ne faut pas comparer de produit à produit, mais il faut comparer dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va plus chez le médecin, on n'a pas besoin de compléments alimentaires, on mange en moins grande quantité, etc. Donc, l'équilibre financier, il se fait au global. Mais il ne faut pas comparer produit à produit, ça c'est sûr. Mais vraiment, ça vaut le coup. Chez nous, par exemple, on est 4 à la maison et on achète facilement 100 € de fruits et légumes par semaine, alors qu'on a un potager et un jardin qui produit aussi généreusement. Mais parce que c'est vraiment 80% de notre alimentation, c'est que des fruits et des légumes qu'on fait soit crus, soit cuits assez simplement. Et le reste, ça reste du complément, quoi. Mais en fait, souvent le soir, mes enfants, leur assiette, c'est, je sais pas, il y a du concombre, du chou en salade, j'ai fait du giromon rôti, une aubergine grillée ou des choses comme ça. Et en fait, la composition, et je vous garantis qu'on est calé. Le chou, par exemple, c'est topissime, hein. Ça cale, ça passe bien, c'est facile à préparer. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce paradigme de l'alimentation, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui évolue au fur et à mesure. Mais le fait d'en avoir conscience, c'est déjà super. Margaret, s'il a ce que j'ai décrit tout à l'heure au genou, oui, c'est vraiment le signe qui fait une intolérance probablement au gluten. Donc, voilà, vraiment limiter et puis lui faire lui aussi prendre conscience des conséquences. Les personnes qui sont tout le temps nez qui coule, etc., ça peut être aussi le gluten, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que des réactions, des doutes, des peurs ou je ne sais pas, peu importe. Ou me dire ce qui vous a le plus marqué ce soir, qu'est-ce que vous avez retenu, quel est le truc qui a fait le déclic que vous allez mettre en place, c'est quoi? Merci, j'en suis ravie. Ravie que ça vous ait plu autant que ça me passionne. C'est toujours un plaisir de partager. Super échange, j'ai pris en cours, mais je suis ravie d'avoir été là. Avec plaisir, Margaret, si tu veux suivre la suite, tu auras le replay à partir de demain. Changer l'alimentation, surtout pour les goûter, plus règle des 21 jours. Génial, Maud. Trop bien. Nous, à l'école, par exemple, je leur fais partie avec une boîte où il y a des oléagineux, des raisins secs. Et souvent, une goyave, on a un goyave dans le jardin, mais bon, peu importe, un fruit. Et puis, en fait, je fais un gâteau pour la semaine. Ils ont une part, tous les 2 jours, par exemple, quelque chose comme ça, quoi. OK. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, l'exercice test en confort. Ouais, c'est des réflexes, c'est vraiment trop, trop bien. Alors, s'il y en a parmi vous qui veulent prendre rendez-vous pour faire un bilan réflexe archaïque, etc., un travail dessus,
Normalement, vous avez mon numéro, mais si vous êtes… je remets mon numéro, vous m'envoyez un petit message. Là, pour l'instant, je ne prends pas en consultation en novembre, mais je vous enverrai les coordonnées de mes consoeurs en qui j'ai une totale confiance aussi. Voilà. Mon fils a 15 ans, il n'a pas de diagnostic, mais en quelque part, je retourne dans vos descriptions. C'est le plus important. Le tout, c'est de trouver des solutions. Alors, les solutions, tous les dysfonctionnements liés à l'apprentissage, on met ce titre, c'est clair. J'en suis ravie. Ah, je suis en Guadeloupe. Ah, d'accord. Alors, Margaret, du coup, m'a envoyé un message et je pourrais vous mettre en lien avec ma formatrice qui, elle, est suffisamment expérimentée pour faire des consultations en réflexe à distance. Moi, clairement, je ne me sens pas assez expérimentée pour ça, mais je pourrais vous mettre en lien avec elle parce que je pense qu'il n'y a pas de praticien réflexe archaïque en Guadeloupe. Je lui redemanderai quand même, mais je crois que aux Antilles, c'est vraiment très peu développé. Mais peut-être que vous serez la première. Je pourrais vous donner les coordonnées de ma formatrice si vous voulez suivre la formation. C'est absolument passionnant. Ok, super. Eh bien, bonne soirée, bon appétit, plein de bons exercices avec vos enfants. Faites-les avec eux, franchement, ça vous fera du bien. Et puis, rendez-vous le 1er décembre pour la prochaine conférence avec le CCAS de Saint-Joseph sur l'équilibre vie pro, vie perso. Prenez soin de vous, plein d'amour pour vous, plein de courage aussi, parce que tout n'est pas réglé, mais ça va le faire. Bye bye.